Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct une fois de plus, comme tous les mois, pour ce rendez-vous de l'ADF. On fait alterner d'ailleurs avec des DPC. Et ce soir, nous avons la joie, l'honneur, je ne sais pas comment dire, mais d'accueillir Olivier Etienne, qui est un habitué de l'ADF, puisque tu as été conférencier de nombreuses fois au Congrès. Hein. Et donc, tu es maître de conférence des universités et praticien hospitalier à temps partiel, puisque tu exerces à libéral depuis plus de 20 ans. Donc tu as beaucoup de recul de ce côté-là. Tu es responsable de la sous-section prothèse à la faculté d'odontologie de Strasbourg et responsable du DU d'esthétique. Donc merci Olivier d'être venu. Donc c'est un exercice un peu particulier peut-être, mais je pense que vu le programme qu'on a lancé en amont pour récolter les questions et attirer les internautes, je crois que ta conférence, tu pourrais parler pendant 3 heures. Mais moi, ce que j'attends de toi ce soir, c'est quand même de traiter ce sujet de restauration coronaire adhésive sur dents dépulpées. Bon, il est évident qu'actuellement, on est dans une logique qui est de conserver les tissus, d'être le moins invasif possible et tout, mais force est de constater qu'on a des dents dépulpées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la maladie carieuse, il y a eu des fêlures, il y a eu des usures, et donc elles existent et il faut les reconstituer. Et les thérapeutiques par restauration esthétique en céramique collée constituent le traitement. Ce soir, tu vas nous parler de ça, mais moi, j'attends vraiment que tu rentres dans les détails, que tu répondes. Comme je t'ai dit en amont, j'aimerais partir ce soir en disant il y a des choses que tu n'oses pas faire, et finalement, c'est simple, et je vais y arriver à les faire. Donc, tu vas donner vraiment des recettes de cuisine, je le dis à chaque fois, pour que l'omnipraticien puisse vraiment l'appliquer dès demain au cabinet, hein, et montrer que ce n'est pas si difficile que ça. Bon, il est évident qu'il y a des précautions à prendre. Il y a beaucoup de cas, je crois, qui sont différents les uns des autres. Les indications doivent être très précises. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse aussi, les matériaux. Donc on est là, même si on cite des noms, ce n'est pas un problème. Voilà. Je te mets à l'aise. Voilà. Donc la parole, je te donne la parole pour commencer Merci ce Joël. rendez-vous. Hein, de toute façon, une belle introduction qui ramène juste au fait que ça fait effectivement quelques années que j'ai la chance de participer avec l'ADF à ce grand congrès. Je vais entrer dans le vif du sujet peut-être avec une réflexion, puisqu'on se la faisait en amont tous les deux. Le fait que les années aient passé, ça ramène aussi à nos formations initiales. Et on est sorti de la faculté, moi le premier, avec un enseignement qui à l'époque était dans des pulpées égale fragilité, égale forcément in les corps, à clavette, j'ajouterais. Oui, mais comme tu disais 20 ans, j'ai pas osé te reprendre pour dire que ça fait 25 déjà, mais bon. L'idée, c'est de dire que finalement, toute ma génération a été formée à cette espèce d'automatisme. Et la dent dépulpée, par définition, bénéficiait de ces traitements in les corps plus couronne. Il y en a qui avancé le fait que toute dent dépulpée devait être couronnée. Tout à fait. Et j'allais dire, et je vais peut-être appuyer là où ça fait mal, mais notre système de remboursement ne favorisait pas non plus autre chose, puisque pendant longtemps, il était question de dire, bon, il faut que la dent soit dévitalisée pour pouvoir bénéficier d'une couronne remboursée, ce qui n'était pas tout à fait exact, puisque depuis très longtemps, la dent délabrée pouvait être traitée sans être dépulpée. Mais un petit bémol quand même, parce que les techniques ont fortement évolué, donc je veux dire... Oui. Alors, c'est un tout, c'est toujours pareil dans notre métier, c'est à la fois les conditions d'exercice, de prise en charge, de remboursement, la technicité, la difficulté, les matériaux, comme tu l'as bien dit, et ce soir, j'espère qu'on va pouvoir voir tous les trois que tous ces matériaux évoluent, et évidemment, on va vers des solutions qui vont être de plus en plus faciles à retenir, et comme tu disais, les recettes de cuisine, elles sont bonnes et facilement applicables quand on connaît bien ces matériaux et qu'on les applique de façon régulière. Mais aujourd'hui, j'allais dire, c'était mon propos en 2016 et il n'a pas changé aujourd'hui, tu l'as bien dit en introduction, la règle numéro 1, c'est d'essayer de tout faire pour garder la vitalité. Maintenant, on fait abstraction donc de ces dépulpations qui n'avaient pas lieu d'être il y a quelques années et qui ne doivent plus exister aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, il faut qu'on lutte contre ça. Et à côté de ça, on a encore plein d'indications. Malheureusement, où la carie a atteint l'organe pulpaire, la fêlure a fait que l'organe est touché, et dans ce cas-là, effectivement, il faut agir. Il y a un traitement de racine, il y a une endodontie. On espère tous que nos amis endodontistes nous trouvent des solutions merveilleuses avec une patte un peu magique pour ne plus avoir de traitement de racine à faire, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, donc il faut s'occuper de ces dents.
Et dans cette approche de la dent dépulpée, effectivement, il y a différentes choses à connaître et à savoir. Donc si on rentre dans le vif du sujet, je peux reprendre avec aussi vous. La communication pour expliquer le traitement qui est nouveau quand même, c'est important aussi. Oui, je crois qu'il y a une évolution générale de ce côté-là vers j'allais dire la biologie, je ne vais pas dire la naturopathie, mais ce côté où les patients sont un petit peu plus sensibles à ce qu'on met dans leur bouche. Donc les alliages sont de temps en temps, on entend quand même que c'est décrié. Ah bon, mes docteurs, mais plusieurs métaux dans ma bouche, j'ai lu ou j'ai entendu que. Donc cette notion du métal en lui-même va être discutée, ce qui fait que l'INLECOR peut être mis en question. Il faudra trouver des solutions. On en a quand il faut vraiment un INLECOR, et ça arrive. On a des solutions pour le réaliser avec un minimum de risque de polymétallisme. Mais la règle aujourd'hui, c'est effectivement, comme tu l'as très bien dit en introduction, c'est préserver les tissus de manière à pouvoir avoir des solutions. On en reparlera, je pense, mais les solutions aujourd'hui, ça va être soit l'endocouronne, soit l'overlay. Et évidemment, le choix des matériaux, là, par contre, va être important. Et alors, dans ta conférence, tu parles d'abord de conserver la vitalité pulpaire, tout le monde est d'accord, mais après, tu insistes sur les sollicitations biomécaniques par secteur, et donc chaque cas est un cas précis, chaque individu est un individu précis, et la localisation et tout, donc il n'y a pas de règle universelle. Hein. Non, on s'adapte sur le terrain, quoi, si je voilà, puis dire. alors le rôle de l'universitaire, c'est peut-être ça un petit peu ce que tous les internautes ce soir et puis tous nos confrères et consoeurs attendent de nous, c'est qu'on essaye quand même de simplifier le schéma. C'est pour ça que dans cette conférence, j'avais scindé finalement l'approche entre le secteur antérieur qui par définition subit du cisaillement. Hein. Ce qu'on appelle du cisaillement, c'est juste prendre mon sandwich, je tire dessus, ma dent, elle va se casser dans ce sens-là. Alors que les secteurs postérieurs, donc prémolaire, molaire, eux, sont plus dans un phénomène de mastication, on va se retrouver avec des phénomènes de compression. Ça change radicalement les choses. Hein. Les aspects biomécaniques, du coup, vont nous permettre, par exemple, de ne quasiment plus jamais avoir besoin d'un tenon dans les secteurs postérieurs, pour peu, on le reverra, qu'il y ait encore un petit peu de tissu pour avoir un collage efficace, et là on reviendra à l'importance de l'émail dans ces situations, alors que dans le secteur antérieur, l'élément capital, qui est un terme qu'il faut vraiment intégrer aujourd'hui, c'est la férule, c'est-à-dire le fait d'avoir un tissu périphérique résiduel, même s'il est dentinaire, mais il faut qu'il soit suffisamment épais, alors on va dire 1 mm, parce que si on dit épais et qu'on ne précise pas, ça ne veut rien dire, 1 mm d'épaisseur, et puis cette férule, on la caractérise, et là il y a pléthore de tests en laboratoire, en clinique et autres, qui va nous dire, voilà, il faut que la férule, elle ait 2 mm de hauteur, 1 mm d'épaisseur, au moins 3 des 4 parois, si on veut considérer ça comme des parois autour d'une dent, pour avoir l'occlusion aussi, qui est capitale quand même. Et puis derrière... La règle des 2 mm et tout, c'est l'occlusion quand même, c'est... C'est la grosse distinction que je fais souvent entre la mangeuse de yaourt, donc il ne faut pas y voir de mal, hein, c'est parce que ça parle à tout le monde, c'est-à-dire le petit visage fin en général de nos patientes, et puis au contraire le visage un petit peu musclé. Non, pas du tout. Non, je pense, non, ça c'est régional. Dans ton cas, c'est régional, mais voilà, le côté un petit peu musclé, en général, on va caricaturer en disant que c'est plutôt un patient qu'une patiente, et qui, lui, va mettre beaucoup plus de force en jeu. Mais je pense que cette distinction-là, qu'on va appeler le sens clinique, c'est certainement l'élément qui est le plus difficile à faire passer. Je veux bien donner toutes les recettes à tout le monde et expliquer comment devant ou derrière, c'est pas pareil, expliquer quel matériau est mieux devant ou derrière, mais par contre, il faut que chaque praticien, en son âme et conscience, tienne compte de cette force musculaire, des habitudes ou des parafonctions, comme on appelle ça, et partant de là, se raisonne, hein, et je pense aux jeunes générations qui souvent sont très très adeptes de cette dentisterie adhésive, mais qui oublient aussi des fois qu'elle n'est pas forcément applicable lorsqu'on a des forces très conséquentes, où malheureusement les recettes à l'ancienne sont encore parfois nécessaires.
Alors, tu peux rentrer dans le vif du sujet en parlant tu as parlé de secteur antérieur, celui qui a abordé le plus vite, mais voilà. après, c'est bien de donner un petit peu... Voilà, sur le secteur antérieur, je pense qu'aujourd'hui, la règle, elle est étroitement liée au délabrement. Et lorsqu'on a une dent dépulpée dans le secteur antérieur, il est quand même classique d'avoir une carie conséquente et un délabrement conséquent. Partant de là, il est peu probable de se retrouver avec une endo, sauf trauma, avec une endodontie qui soit le seul délabrement, auquel cas on a des solutions à ce moment-là, comme j'avais présenté en 2016, des réalisations de facettes qui vont être une solution très, très douce et suffisante. Mais ça reste quand même, je pense, je le souhaite pour nos patients. C'est le problème esthétique avant tout. Oui, alors après on a d'autres approches d'éclaircissement interne, bien sûr, qui peuvent solutionner les choses, au moins pendant un certain temps. Malheureusement, l'éclaircissement interne, on sait que quand ça récidive, ça va être de plus en plus difficile. Mais surtout sur le plan biomécanique, la dent se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'une cavité d'accès sur une dent antérieure, si on s'en tient à ça, la perte de résistance de la dent est minime, c'est quelques pourcents, on dit 5-6% de perte de résistance. Ça veut dire qu'un simple comblement de la cavité d'accès se suffit en soi, et si vraiment on a un problème esthétique à gérer et que l'éclaircissement interne ne permet pas de le résoudre, alors on va prendre des solutions extrêmement douces comme la facette qui résout. Quand on a des délabrements aussi réduits, on peut se poser la question de l'utilité de la dévitalisation peut-être. Oui, c'est pour ça que je limitais ces cas-là, à mon sens, au trauma, parce qu'à part le choc traumatique, je ne vois pas bien ce qui peut nous amener à dépulper une dent antérieure comme ça. Après, lorsque le délabrement est plus important, on va rester sur l'image de la carie, parce qu'on va aller dans l'ordre un petit peu de ce qu'on rencontre en cabinet. Des caries de fort, on va dire, de fort volume, eh bien, on va en tout premier lieu, ça je pense que c'est le réflexe qu'il faut expliquer à tout le monde, on va procéder à la préparation périphérique de la dent. Tant que la préparation périphérique n'est pas gérée, on n'est pas à même d'évaluer le tissu résiduel. Oui, on commence à y voir plus clair à partir du moment où on a commencé à préparer. J'allais dire, c'est peut-être des sujets sur lesquels on peut comparer différentes approches, puisqu'il fut un temps, on disait, on va d'abord remplir la cavité et on préparera la dent dans un deuxième temps. Et je pense que tu adaptes ton traitement en fonction de ta préparation et tu vas dire là maintenant... Et du tissu résiduel. Voilà, je vais faire ça ou ça. Tout à fait. Et je pense que c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire. Il ne faut pas penser remplir sa cavité, que ce soit avec ou sans tenon, et puis se dire je préparerai après, parce que là, il va nous manquer une information cruciale, c'est l'épaisseur du tissu résiduel. Et on peut avoir une couche de dentine qui va être l'équivalent d'une feuille de papier à cigarette et qui, sur le plan biomécanique, ne vaut rien. C'est pour ça que en entrée de jeu, je situais l'épaisseur en termes de mur et de férule à 1 mm, parce que c'est l'épaisseur qui mécaniquement a une validité. Et c'est là tout l'intérêt de préparer la dent dans un premier temps, de descendre les murs si nécessaire jusqu'à cette épaisseur d'1 mm, et à ce moment-là de réévaluer les choses pour se dire avec ou sans tenon. Donc, quand c'est sans tenon, la question, on va y revenir. Ce que je propose, c'est peut-être de grouper l'histoire des matériaux. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait, vraiment des précisions de ce côté-là. Passer peut-être, si on peut basculer sur vraiment un petit peu ce qui peut sur se la passer, vidéo. Quoi. On y est. Donc là, par exemple, je vais présenter rapidement, la vidéo dure 10 minutes, mais voilà une situation cliniquement qui est une situation très favorable. Alors, on est à ce stade-là, je vais vous montrer pourquoi, tout simplement parce qu'on reprend une ancienne couronne. Et ça, dans nos activités de cabinet, aujourd'hui, c'est certainement la source première de travail sur dents dépulpées. C'est la réintervention pour diverses raisons. Elles peuvent être cosmétiques, elles peuvent être infectieuses, mais on est amené à réintervenir. Donc, on voit de façon ici un petit peu accélérée que la prise en charge de ce délabrement, je vais revenir juste à cette image-ci, on a ici tout ce qu'il faut en termes de hauteur et de largeur pour se décider à opter pour une restauration sans tenon. Donc, on va, dans ce cas-là, bien sûr, isoler. Ça, on en rediscutera peut-être parce que ça correspond à quelques questions. Bien.
mais effectivement, on va tout faire pour avoir un environnement de travail idéal. Et puis, on le voit, eh bien, une fois qu'on est à même de tout nettoyer, comme je le disais, eh bien, je fais le nettoyage assez rapidement. À ce stade-là, une fois que la cavité périphérique est préparée et que la cavité interne est alésée, eh bien, juste sur la partie chambre, hein, bien sûr, on est dans une situation de décision. Et là, en l'occurrence, vous avez vu que j'ai conservé un maximum de tissu de manière, encore une fois, à pouvoir réaliser un simple collage. Hein. Voilà, il n'y a pas de tenon ici, hein. On a juste injecté un matériau. On reparlera de ces matériaux peut-être dans un deuxième temps quand on va les grouper avec la discussion sur les secteurs postérieurs, mais on va utiliser des matériaux évidemment composites qui répondent le plus possible à la mimétique de la dentine, puisqu'on cherche à recréer de la dentine à ce niveau-là. L'émail sera recréé avec les céramiques. Donc voilà typiquement l'exemple favorable, et pourtant c'était une reprise d'anciennes couronnes. Hein. Donc il faut bien se dire qu'on peut toujours, avec l'observation préalable, la radio préopératoire, se trouver dans des situations extrêmement favorables. Pourquoi je dis extrêmement favorables? Parce qu'avec une préparation périphérique aussi belle au sens couleur que ça, l'anticipation du résultat esthétique, elle est favorable. Hein, c'est bien plus facile à gérer qu'un inlay core gris ou même doré. Hein. Donc voilà à peu près le genre de situation, on va dire, que j'appellerais favorable, dans laquelle on peut se passer d'un tenon. Donc tu passes au tenon quand tu as préparé périphériquement et voilà. Dès que la réduction du cerclage et de la férule va commencer à se rapprocher de ces fameux 2 mm, et je vais dire, pour reprendre ce que tu disais, 2 mm plus ou moins 0,5, moins 0,5 pour la mangeuse de yaourt, plus 0,5 pour le bon vivant, et avec ça, effectivement, on va commencer dans ce secteur antérieur, pour les raisons que j'évoquais de cisaillement, à placer un tenon de façon systématique. Un cas favorable, qu'est-ce que tu fais là rapidement sur la fin, alors je crois que bien sûr, tu me demandes ça, la vidéo va s'arrêter. Non, mais je veux dire, comment alors, tu es content, tu as des bonnes limites. Voilà, là on a des limites favorables. On voit très bien sur l'image. Vous voulez que je zoome encore plus? Que je passe en écran plein. Voilà. On voit très bien ici sur l'image que le noyau qu'on a reconstruit est l'équivalent d'une dent, pour moi, d'une dent pulpée. Et à partir de là, le choix d'une céramique, en l'occurrence ici, on va opter pour une vitrocéramique. Hein. Alors pour des raisons de résistance, on va partir plus volontiers vers des disilicates de lithium, avec une translucidité, alors on parle de moyenne opacité par exemple pour un cas comme ça, et avec ça on aura un résultat esthétique tout à fait sympathique. Et après on fera un collage. Et le collage, tu le fais avec quoi là? Oh là, oui, non, mais tu as raison. Alors, pour des situations comme celle-ci où on a un bel emboîtement mécanique, aujourd'hui, je pense qu'on peut recommander en toute sérénité un adhésif de type universel avec une colle, donc une résine de collage dual. Alors moi, on se connaît depuis longtemps, hein. Je suis ce que les banquiers appellent un bon père de famille. C'est-à-dire que j'écoute et je connais un peu toutes les tendances du moment, mais j'ai pour habitude, même si je les teste quand j'ai le temps, de prendre des solutions ceinture et bretelles. C'est-à-dire que l'avantage des colles duales, c'est que tout simplement, on ne prend aucun risque. Hein. Alors on est peut-être un peu moins tendance, mais en même temps, on dort tranquille tous les soirs quand on va se coucher. Donc un adhésif universel aujourd'hui, une colle duale. Alors après, pour satisfaire un petit peu tout le monde, on va envisager un G-Premio Bond, par exemple, associé avec un Linkforce chez GC. On va imaginer un adhèse universel avec du Variolink esthétique chez Ivoclar. On peut associer un OptiBond avec du Nexus. Alors là, je cite des noms puisque tu m'as dit que ce soir il n'y avait pas de conflit d'intérêt de toute façon, et j'en ai pas ou trop. Du moment, mais je veux dire, voilà, c'est possible. Exactement. Le gars qui nous regarde là, il a dans son tiroir, il dit différents produits. Voilà. Mais je crois que je crois que le message important là-dessus, dans tout ce que j'ai cité, j'ai fait des couples. Hein. J'ai fait des couples adhésifs
plus la résine de collage. Et je pense que la seule chose que je peux recommander aujourd'hui, c'est de ne pas jouer à l'apprenti chimiste. Les sociétés passent beaucoup de temps à élaborer leur adhésif et la résine qui va le mieux possible sur leur adhésif. Donc, si dans un fond de tiroir, il nous reste un petit peu d'adhésif de chez Ivoclar, est-ce que c'est bien utile de le mélanger avec la résine composite qu'on vient de prendre chez GC? Est-ce qu'il faut faire l'inverse? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut rester cohérent. On choisit une marque avec laquelle on est à l'aise, avec laquelle on a de bons rapports. Et à partir de là, ils ont tous aujourd'hui des adhésifs universels. Hein. Toutes les grandes maisons ont ça. Eh bien, on associe cet adhésif avec la résine de la même marque. Voilà. Ça, c'est la recommandation que je pense sereine pour un cabinet d'omnipratique. On est dans les marques, on a une première question, on a parlé de collage, donc évidemment, qui dit collage dit champ opératoire, isolation, digue. Et on avait un internaute qui posait une première question. J'ai un fournisseur qui m'a vanté les qualités d'un système Isolite comme une alternative à la digue efficace. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais être honnête, je n'en ai pas l'expérience pratique. Par contre, je connais le système. Quand il est arrivé sur le marché, il a fait du buzz, hein, comme tous les nouveaux systèmes. Il répond, je vais dire, au psychodrame de la digue, qui est un psychodrame franco-français. Hein. Encore une fois, j'appuie toujours un petit peu parce que l'évolution de la CCAM, avec tout ce que ça a pu faire comme buzz, et Dieu sait que j'étais impliqué, on a quand même vu pointer 2-3 idées nouvelles. Hein, le remboursement des inlays. Donc il y a une vraie prise de... Plus que 2-3 quand même. Oui, non. Allez, 10-15, je ne les ai pas comptés pour être honnête, Joël. Mais voilà, on a senti quand même qu'il y avait une prise de conscience de cette nouvelle façon d'aborder les choses. Oui, il y a un paradigme avec une nouvelle... Tout à fait, avec une envie de faire évoluer notre profession vers des techniques moins délabrantes et de rééquilibrer un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'inlay corps plus couronne n'est pas la seule solution. Et aujourd'hui, on va faire en sorte que le système de remboursement vous permette de faire toutes les solutions possibles. Eh bien, si je pouvais avoir un souhait pour la prochaine révision, c'est qu'on ajoute un petit quelque chose pour la digue. Et on verrait, comme dans beaucoup d'autres pays à l'international, qu'à partir du moment où la pose de digue est quelque chose de chiffré, de remboursé, de remboursable, eh bien, on va passer des 3% de poseurs de digue en France à certainement beaucoup plus. Alors, ça, c'est le contexte. Hein. Et dans ce contexte-là, évidemment, les gens réfléchissent et se disent on va inventer des solutions. Et l'Isolite est une des propositions qui a été faite. Alors, globalement, c'est une bonne idée. Ça répond à un des problèmes du collage qui est l'humidité ambiante. Donc, si on en reste à uniquement cet aspect-là, c'est un instrument, pour ceux qui le connaissent, hein, qui permet à la fois d'écarter la joue, la langue, et qui, en maintenant une aspiration tout autour de la dent sur laquelle on va coller, évite ce taux d'humidité qui est catastrophique sur les molaires, puisqu'il est à plus de 80%, et va ramener le taux d'humidité autour de 30-40%, comme le fait la digue, hein. Ni moins, ni plus, mais comme le fait la digue. Une fois qu'on a dit ça, je vais quand même mettre des bémols. Les premiers bémols, et puisqu'on est en train de parler de terrain, et j'ai un cabinet, tu l'as bien précisé, donc je suis comme tout le monde. Le premier bémol, c'est que ça a un coût. L'investissement initial n'est pas anodin. Le système en lui-même, j'ai encore revérifié pour être sûr d'avoir la dernière promo du moment, on est quand même autour de 2 500 €, prix promotionnel. Le coût à l'unité, parce qu'évidemment, ce sont des dispositifs qui sont jetables, est d'environ 3 €. Alors, on ne mégote pas pour 3 €, mais ça a un coût, il faut en être conscient. Et donc ça, c'est l'aspect vraiment terre-à-terre financier. Il faut accepter d'investir ce montant-là. La chose qui, moi, me pose souci, et elle est reprise dans beaucoup de systèmes de pose de digue, où les Américains, par exemple, posent leur digue en faisant des splits dames, hein, donc des choses qui prennent 2 minutes. Bon, dans ces cas-là, on isole l'humidité, mais on oublie de parler de ce qu'on appelle le fluide sulculaire. Or, le fluide sulculaire, c'est le pire truc qui puisse nous arriver, c'est-à-dire que tout est prêt pour venir coller notre overlay ou notre endocouronne, et puis d'un seul coup, quand on va amener la pièce en collé, on voit suinter ce sulcus, et au pire endroit où ça peut arriver, c'est-à-dire dans notre joint de colle.
Donc ça, c'est le souci. Il faut quand même avoir conscience que c'est un produit qui ne nous préserve pas de ça. Le deuxième problème, c'est que c'est quelque chose qui se cale sur les dents. Alors là, je vais vous parler de choses très pratiques parce que ces techniques collées, on les exploite beaucoup dans les réhabilitations globales chez nos bruxomanes, chez nos patients avec des érosions-usures. Et je vous garantis, je l'ai vécu à l'ADF il y a 2 ans, où j'ai emmené un de mes jeunes patients bruxomanes. Je vous garantis qu'au bout d'un certain temps, si vous lui calez la mâchoire, il a des crampes musculaires terribles. Donc il faut être conscient de ça. La digue permet quand même beaucoup plus de latitude entre l'ouverture et la fermeture. Voilà. Ouais. Donc c'est un petit quelque chose dont il faut tenir compte. Donc un bon produit, bien mieux que de ne rien avoir. Alors ça, je peux que dire ça. Maintenant, je pense que par rapport à une digue bien posée, la digue aura encore ma préférence pendant quelques années. Très bien. Autre, oui. Aux dents postérieures, parce qu'on a fait. Oui. Alors sur les dents postérieures, comme je le disais, la problématique, il faut la prendre du côté biomécanique par rapport à la notion de tenon. C'est-à-dire que cet ancrage radiculaire n'a plus lieu d'être, on va dire, aujourd'hui. Je reprends les arguments qu'on avait à l'époque. C'était le fait d'avoir des multitenons, c'est ce qui permettait de disperser les forces dans les différentes racines. Aujourd'hui, on sait très bien qu'avec un matériau composite, et on pourra en reparler parce que depuis la conférence, on a eu quelques travaux à Strasbourg sympathiques, je vous les présenterai avec plaisir pour vous montrer un peu comment on réfléchit au choix du matériau. Et on a donc des matériaux composites qui, en se comportant sur le plan mécanique comme de la dentine, vont finalement nous donner encore plus de satisfaction que ces puits en métal qu'on a tous pratiqués, moi le premier, mais qui finalement concentraient un petit peu les forces. Et aucun praticien qui est sorti à 25 ans ne peut jurer n'avoir jamais traversé des fractures radiculaires. On est d'accord. Ici, on nous disait qu'il faut que ce soit le plus gros possible, le plus long possible. Et si on pouvait mettre 3 tenons avec des clavettes, on les mettait partout. C'était la règle d'or. Et je peux te dire qu'à Strasbourg, qui était un endroit où on pratiquait beaucoup l'Inlay-Corps, on a mis longtemps avant d'abandonner cette conception. Avec quand même un petit bémol, c'est qu'on travaillait avec des métaux précieux. Et ça, il faut peut-être quand même le repréciser. Le comportement mécanique d'un métal précieux, d'un alliage précieux et d'un non précieux n'est pas le même. Donc ça a peut-être sauvé aussi beaucoup de nos patients du côté Strasbourg, c'est ils bénéficiaient d'Inlay-Corps en alliage précieux et donc c'était un petit peu plus tendre, ça absorbait un peu mieux les contraintes. Alors aujourd'hui sur ces secteurs postérieurs, donc première règle, on va réserver l'ancrage radiculaire à des situations extrêmes qui sont finalement des situations où on n'a plus de chambre pulpaire. Donc on est dans une situation, souvent quand on a une déhiscence parodontale, la dent est abîmée, finalement quand on est à plat, on se retrouve, on n'a plus de chambre pulpaire. Donc là on perd déjà tout l'ancrage caméral. On a un délabrement périphérique qui fait qu'on se retrouve pratiquement sans ce bandeau d'émail dont on va reparler, mais qui est quand même un peu la ceinture de sécurité de nos collages. Et là effectivement, il ne faut pas être buté, il ne faut pas être stupide et il faut savoir réutiliser ce qu'on a utilisé pendant des années et on va refaire appel à l'Inlay-Corps. Alors, c'est évident que si la dent est à plat, avec ces couronnes anciennes qui tombent parce qu'il y a eu des infiltrations, tu ne peux pas faire autrement. Mais je pense que ça fait du bien de le redire. Encore une fois, pour certainement une partie de la jeune génération qui nous regarde et qui est passionnée par la dentisterie adhésive, il faut quand même redire qu'il y a des limites à tout, et ça, c'en est une. Donc ça, ce sont des situations où on va aller chercher un ancrage. Après, dès lors qu'on bénéficie encore d'un ancrage caméral, donc une chambre pulpaire, un emboîtement. Cet emboîtement, on reverra, il a une utilité d'abord parce qu'il va fixer notre substitut dentinaire quand on va faire l'option overlay, et puis il va nous permettre de créer l'emboîtement quand on va opter pour l'endocouronne. Donc c'est les deux solutions avec lesquelles on peut imaginer travailler dans le secteur postérieur. Donc on fait abstraction des tenons pour l'instant, on les garde aux situations les plus catastrophiques. Donc reste ce choix qui est une vraie discussion, et pendant des années vraiment j'ai été non pas langue de bois parce que j'étais honnête avec
avec les confrères et les consoeurs que je pouvais former, et je leur disais, finalement, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est-à-dire que vous fassiez une endocouronne sur une molaire ou que vous fassiez un comblement de la chambre pulpaire dépulpée et par-dessus un overlay, vous avez statistiquement les mêmes taux de réussite. Cliniquement, on a de superbes études des écoles suisses sur les endocouronnes et je n'avais pas d'autre argument que ce comportement sympathique. Jusqu'au jour où j'ai dû déposer ma première endocouronne. Je vous le donne en mille, je l'ai déposé parce que mon endodontie ne devait pas être terrible, j'avais peut-être oublié un petit résidu de quelque chose et il a fallu y retourner. Et là, quand j'ai eu à percer 8 mm de disilicate de lithium, je me suis dit finalement, si j'avais fait un comblement dentinaire, que j'avais mis 2 mm de disilicate et du composite derrière, ça aurait peut-être été un peu plus facile. Donc, s'il y a un argument aujourd'hui qu'on peut mettre dans la balance pour ce choix, je pense que c'est vraiment la notion de réintervention. Et Dieu sait que les années passent et vraiment, je trouve que les gens qui font une belle endodontie sont remarquables parce que c'est une des disciplines les plus difficiles chez nous. Donc, cette notion de choix, aujourd'hui, pour moi, penche un petit peu plus du côté overlay. Avec aussi, puisque tu en parlais dans ce distinguo entre le comportement biomécanique des prémolaires et des molaires. Oui, aussi. Oui, bien sûr. Alors, il y a là, par contre, j'appuyais tout ça, bien sûr, sur les études scientifiques et puis les études cliniques qui ont été faites. Et là, on sait aujourd'hui qu'on a un comportement très mauvais de tout ce qui est endocouronne sur les prémolaires par rapport aux molaires. Mais pour avoir vu là aussi, parce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, on voit passer comme ça de temps en temps des publications un peu anecdotiques, pour voir des endocouronnes, même dans le secteur antérieur, je voudrais vraiment redire ce soir que c'est des choses qu'on ne peut pas penser à quelque chose de systématique pour ces solutions-là. C'est-à-dire qu'une endocouronne pour une incisive centrale, comme j'ai vu passer avec de superbes photos il y a quelques années, juste sur le plan biomécanique, il y a une hérésie là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on peut avoir une belle solution, c'est ce qu'on disait d'entrée, mais il faut la mettre au bon endroit. Donc aujourd'hui, quand on va parler d'endocouronne, on s'arrête au secteur molaire, point. Et vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire « Ah ben oui, mais moi j'en ai fait une il y a 10 ans, elle est toujours là. » Ben bien sûr. Les prémolaires, surtout pas. Donc les prémolaires, on va combler nos cavités avec du composite, on va réaliser des overlays, des vinirlés si l'esthétique est en jeu, mais on va surtout pas partir sur de l'endocouronne. Alors, on peut trouver l'exception du patient qui est denté total en face avec une belle prothèse complète, ça fonctionnera très bien. Deux, trois règles essentielles pour l'endocouronne. Alors, l'endocouronne... Tu fais les recommandations à la fin, mais tu vas les faire au fur et à mesure. Bien sûr, non. Alors, l'endocouronne, quand on la réalise, il faut surtout penser à mettre sa cavité de dépouille. Je pense que protéger, et je le redis encore une fois dans l'idée d'une réintervention, l'endocouronne a besoin de profiter de l'emboîtement dans la chambre camérale. Maintenant, si cette chambre est particulièrement haute, on peut très bien joindre l'utile à l'agréable, se faire un petit tapis, on va dire, de CVIMAR par exemple, un petit peu de Fuji Plus qu'on va déposer au fond, qu'on va tamponner, photopolymériser. Ça permet le jour où on réintervient de sentir la différence entre la céramique dure et le matériau mou et de s'arrêter à temps pour ne pas perforer le plancher. Donc ça, c'est les cas favorables. On a beaucoup de chambres pulpaires. On va mettre cette chambre pulpaire toujours de dépouille. Et puis, le reste de la préparation consiste en un plateau. L'idée, et c'est même défendu comme ça sur le plan mécanique, c'est qu'à partir du moment où c'est plat, les transmissions et les contraintes mécaniques vont se faire correctement. Donc, tu enlèves les cuspides, tu mets à plat un petit peu. Les cuspides sont enlevés, ça on pourra en rediscuter aussi. Les cuspides sont enlevés, d'autant plus qu'on est dans une situation MOD. Ça, c'est un critère qu'il faut prendre dans le secteur postérieur. On est allé directement vers des solutions type overlay et endocouronne parce que je me suis d'emblée situé dans une dent très délabrée. Donc très délabrée, ça se traduit par MOD. On a vraiment le barreau central qui est abîmé. Et dans ces cas-là, j'avais cité à l'époque une très très belle publication d'une équipe allemande qui démontrait que vraiment les solutions
qui font appel à du composite direct sans un recouvrement des cuspides, entraîner des risques de fracture à des valeurs de serrage très très basses. Donc là, il y a un vrai plus aujourd'hui. Autant on doit oublier l'idée qu'une dent dépulpée égale in-corps plus couronne, autant on doit garder dans l'idée qu'une molaire dépulpée ou une prémolaire dépulpée avec une cavité MOD conséquente doit être recouverte au niveau de ses cuspides. Mais tu préserves les mailles quand même le plus possible, parce que c'est le secret pour le collage, non? Bien sûr. Alors, les mailles, c'est le tissu sur lequel on va coller le mieux et le plus fort, et surtout le plus durable. Donc, l'objectif numéro 1 dans nos préparations, ça va toujours être de garder une hauteur nécessaire et suffisante, c'est-à-dire ménager de l'épaisseur pour notre matériau, de manière à ce qu'il ne s'use pas trop vite et qu'il ne se casse pas, qu'il ne se fracture pas, mais en même temps, ne pas descendre non plus cette préparation trop à plat pour perdre cette collerette d'émail qui, je le redis, il n'y a pas plus joli terme que la ceinture, hein, finalement. Ce n'est qu'une collerette d'émail, mais c'est notre ceinture de sécurité sur le pourtour. C'est ce qui va limiter le risque carieux. Parce que là aussi, il faut en parler. C'est la crainte sur des cavités très larges et très profondes de reprise de caries sur un onlay, un overlay en profondeur par rapport à d'autres, une couronne classique par exemple. C'était une question d'un internaute qui s'inquiétait de quel risque quand vraiment on a des cavités très profondes. Pourquoi préfère-t-on pas une couronne classique? Voilà. Alors, une meilleure gestion d'étanchéité. Oui. Alors, je pense qu'on peut mettre la barrière de risque carieux à l'identique à partir du moment où on a perdu la collerette d'émail. Si on perd la collerette d'émail, je ne vais pas donner une plus-value particulière à l'option adhésive parce qu'on va coller sur de la dentine et que je ne pourrais pas prétendre faire mieux qu'un cerclage périphérique classique avec une couronne. Maintenant, ça reste des situations limitées. Quand on intervient sur une dent délabrée, mais où on arrive encore à préserver cette collerette d'émail, alors là, par contre, je peux être affirmatif. Le risque carieux me paraît bien moindre pour des raisons évidentes. D'abord, la limite va être placée supragingivale, donc accessible au brossage. Et ça reste aujourd'hui la meilleure protection contre la carie, c'est l'accessibilité du joint de collage. Donc cette notion de préparation supragingivale est fondamentale et c'est elle qui va permettre de prendre moins de risques. Certes, la couronne, à partir du moment où on va cacher ses limites, alors j'en reviens encore à nos vieilles habitudes, et ce n'est pas une critique parce que je suis sorti de cette école-là et je l'ai pratiquée moi-même. La préparation sous-gingivale qui nous permettait de penser que tout allait bien parce que finalement on ne voyait plus rien, je crois qu'on a compris aussi avec les années que c'était quelque chose qui n'était qu'un leurre. Hein. La carie reprend même dans le sulcus. Elle n'a pas besoin d'avoir une limite au-dessus de la gencive pour venir reprendre ses droits et refaire une carie. Donc la première ligne, c'est ça, c'est faire en sorte que notre joint de collage soit accessible. Et puis après, ça m'amène aussi à un sujet qui est des fois un petit peu, qui peut paraître polémique, mais c'est la notion de remontée de marge. Parce que finalement, quand on parle de ces secteurs postérieurs et qu'on parle d'overlay ou d'endocouronne, eh bien, on voit là aussi, à mon sens, beaucoup trop souvent, le recours à des options remontée de marge. Et si on s'en tient encore une fois à une logique de bon sens, il faut comprendre une chose, c'est que le risque carieux, il est lié à la qualité de l'interface qu'on va créer entre notre matériau et la dent naturelle, mais il est lié aussi au nombre d'interfaces qu'on va créer. Donc plus on a une technique qui va nous donner des approches sandwich ouverts, comme on disait autrefois, c'est-à-dire plein de lignes de jonction dans lesquelles les bactéries vont venir se régaler, plus on met en danger le patient. Et la deuxième vérité qu'il faut entendre, c'est que le matériau composite, quand il va être photopolymérisé, on sait qu'il va subir des contraintes, on sait que du coup, le joint de collage, plus le composite est important, plus ce joint de collage va travailler.
Et du coup, si on est dans une situation où on peut se passer d'une remontée de marge, je crois qu'il ne faut surtout pas l'envisager. C'est une technique qui a eu un essor incroyable au départ, beaucoup grâce ou de par la CFAO. Mais pour une raison simple, qui est une mauvaise raison, c'est que techniquement, la caméra ne pouvait pas aller enregistrer des choses qui étaient légèrement sous-gingivales, alors que nos autres techniques conventionnelles savent le faire, alors qu'on est capable de placer une digue sur moins 1 mm, par exemple. Et dans ce cas-là, je crois qu'il faut rester simple. La remontée de marge doit être réservée aux situations extrêmes, où effectivement on a impossibilité d'aller placer notre REC, notre restauration céramique collée, en un temps, et à ce moment-là on fera une remontée de marge, mais tout ce qu'on peut faire pour faire une pièce directement collée, je pense que ça doit rester la règle. Et aujourd'hui, si on regarde les ennuis qu'on va avoir en revenant encore une fois à la carie, les caries, elles vont prendre autour du composite qui a servi de remontée de marge, que ce soit un composite ou un ciment verionomère. Ce sera la faiblesse de la construction. Donc ça rejoint un peu, j'espère que ça répond en tout cas à la question de l'internaute. On continue, puisqu'on en a une qui vient d'arriver, on parle collage, donc quelles sont tes recommandations pour le collage d'une endocouronne? Qu'est-ce que tu utilises dans cette situation clinique? Alors, je pense que l'endocouronne, il faut la gérer d'abord en tant que matériau. Il faut rester à nouveau sur une vitrocéramique. Je le redis parce qu'aujourd'hui, on a une tendance au tout zircone. Hein. On pense qu'on a trouvé le Saint Graal avec la zircone. Or, la zircone, on sait la coller, mais on ne la collera jamais aussi fort que ce qu'on colle le disilicate. Donc, on travaille nos pièces en céramique à base de disilicate. Et une fois que ce disilicate est là, eh bien, il faut coller à nouveau. On est sur un emboîtement et aujourd'hui, je le redis, les adhésifs universels associés à des pâtes de collage, comme je les ai cités tout à l'heure, me paraissent tout à fait. C'est la même chose. Pour moi, il n'y a pas de différence. Là, il y a la rétention mécanique en plus. Il y a la rétention mécanique. C'est là certainement qu'il faut faire la subtilité entre l'endocouronne avec son emboîtement mécanique. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est juste l'inverse du moignon périphérique. Et l'endocouronne se suffira d'un adhésif universel qui, par ailleurs, donne de très bons résultats. Là où je vais peut-être modérer les propos et je vais rendre les choses un petit peu plus difficiles, c'est quand on va parler d'overlay. Voilà, parce que l'overlay, en l'occurrence, donc l'overlay, on va rester sur la réponse pour le collage. L'overlay, on va se retrouver avec une pièce, cette fois-ci, qui ne bénéficie pas d'un emboîtement mécanique, ou très peu. J'avais cité à l'époque le cas des dents fissurées, où je conseillais quand même un petit congé, ça reste tout à fait d'actualité. Mais aujourd'hui, la forme des préparations nous recommande d'être quand même sur des surfaces relativement planes. Alors ça ne veut pas dire plat, hein, mais d'où le wave prep, comme on essaye de vendre ça, c'est pour faire plaisir un petit peu à la région basque. Hein, Donc on fait ces formes très très douces, mais qui ne sont pas du tout emboîtantes ni rétentives. Donc là, on va avoir besoin, dans le secteur postérieur, d'un collage qui soit beaucoup plus fort que ce que peut nous offrir aujourd'hui l'adhésif universel. Et donc c'est la situation, l'overlay, dans laquelle je vais plutôt recommander de faire appel à des adhésifs de type MR3. Hein, c'est les plus vieux, comme on dit, hein, mais ceux qui donnent les meilleurs résultats sur la dentine. Parce qu'on va se retrouver avec un émail périphérique, une grosse quantité de dentine au milieu de notre préparation, et puis ce fameux substitut dentinaire. Alors le substitut dentinaire, on en reparlera, mais ce sera du composite. Donc lui, il n'y a pas de souci, on colle fort. Hein, coller sur du composite, on sait qu'on va coller fort. L'émail, on colle fort, avec quasiment tous les adhésifs du moment. À partir du moment où le mordance, on colle très fort dessus. Mais la dentine, il y a une vraie différence. Et là, je pense que c'est le cas de figure où, pour ma pratique en tout cas, je dégaine mon MR3. Alors en MR3 aujourd'hui, encore une fois, pour être sur le terrain et vous donner des noms, il existe le Syntac chez Ivoclar, qui est un vieux produit. Hein, je vais donner l'impression d'être d'un autre siècle. Donc le Syntac, on va trouver le Scotch Bond Multipurpose, qui était le premier MR3 à voir le jour et qui existe toujours, hein, qui est toujours vendu. On va trouver du All Bond chez Visco. Voilà les principaux MR3. Alors on cite souvent un MR3 qui est un très très bon produit en restauration directe et qui s'appelle l'Optibond FL,
qui est même un gold standard, comme on dit, en resto direct. Le souci de l'OptiBond FL, dans le cadre particulier des pièces extérieures comme ça, c'est que comme il est chargé, il va nous faire une couche adhésive épaisse. Et à partir du moment où on fait une couche adhésive épaisse, on rentre dans des soucis de gestion de l'occlusion après le collage. Donc ce n'est pas le MR3 que je recommanderais moi pour du collage de pièces indirectes. Je ne peux que le recommander pour son noyau dentinaire ou pour une restauration directe. Mais pour les collages de type overlay en restauration indirecte, j'en reste au premier nom que j'ai cité. La préparation, de toute façon, l'overlay, on ne compte que sur le collage, en fait, puisqu'il n'y a plus d'emboîtement et tout ça. Et ensuite, la préparation, tu dis que c'est difficile, donc tu fais un petit peu peur là, dans ton... Ouais, alors, est-ce que... Alors, voilà. ce qui est sympathique dans la... Tu dis c'est difficile, il y a beaucoup de précautions à prendre, il faut vraiment... Alors, ce qui est agréable dans l'idée de revenir comme ça après quelques années, puisque c'était 2016. Je vais juste préparer à l'écran et puis je basculerai l'écran quand j'aurai préparé les choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé les fraises, on a travaillé les kits de fraises. Et quand en 2016 j'ai expliqué cette technique, j'ai présenté ce que je faisais à l'époque avec des fraises prunes. Et effectivement, c'était assez délicat parce qu'on utilisait la fraise prune sur sa moitié. Et je redisais, attention, ce sont des choses difficiles. Minutieuses. Et je veux bien croire que c'était relativement compliqué. L'évolution de la technologie a permis de... C'est la technologie et l'évolution et la réflexion des formes de fraises. Alors je vais d'emblée redire que je n'ai rien inventé de ce côté-là. Je vais vous présenter ici parce que, alors vous m'excuserez pour la langue anglaise, mais j'aime pas faire ça quand on est en France, mais c'est une conférence que je ressors d'une conférence anglaise. Et vous voyez sur ce kit, par exemple, dont on a travaillé simplement l'agencement, on peut basculer du coup pour que tout le monde voit le kit érosion et usure. C'est surtout pour vous présenter cette nouvelle forme de fraise que vous voyez sur l'image et sur la droite. Alors, cette fraise, elle a été mise au point par des Munichois, des Allemands, un professeur qui est le responsable de la prothèse à Munich, qui s'appelle Daniel Edloff, et toute sa clique, parce qu'ils sont toujours plusieurs dans cette équipe, qui est une superbe équipe. Et ils ont eu cette idée. Pour tout vous dire, quand Comet France m'a demandé gentiment ce que je pouvais en penser en m'envoyant une plaquette, la première réflexion que j'ai eue, c'est « Mon Dieu, mais pourquoi je n'y ai pas pensé moi-même » Et je le dis avec beaucoup de sincérité, hein, je n'ai pas aucun conflit d'intérêt là-dedans, même si vous voyez mon nom sur ce coffret, j'en tire aucun bénéfice. Mais je dois dire que dans mon activité quotidienne, cette nouvelle forme de fraise ici qu'on appelle les OccluShape, ça a vraiment OcclusoShape ou OccluShape, j'ai un petit doute sur le nom, mais ce sont vraiment des formes, je regarde si j'ai juste avant le terme. Ça, c'est les différentes formes. Voilà, les gens se renseigneront auprès de Comet, mais véritablement, on a cette fois-ci un outil rotatif diamanté qui nous permet, avec un petit geste de poignet, c'est-à-dire une simple inclinaison de la fraise, très très rapidement d'obtenir ce fameux profil en wave, en vague. Hein. Avant, on était obligé de travailler avec ces fraises prunes et de faire plusieurs gestes. Sur le plan ergonomique, pour nous qui sommes au fauteuil, à la fin de la journée, on fatigue. Et là, quand on a cette belle idée et que l'outil répond exactement à nos besoins, eh bien, on peut considérer qu'on a été sacrément aidé. C'était un petit peu le propos que je voulais partager avec vous sur cette forme de fraise. Je te propose qu'on est en train de remonter quelque part là, sur les overlays, la séquence clinique à l'inverse. On a parlé collage, là on vient de parler préparation. La question qui arrive, elle est sur le choix du matériau de substitution dentinaire pour cette cavité et ton avis sur l'utilisation du Bugflow. On est dans une tendance de simplification de procédure, d'aller aussi vite que possible qu'un matériau peut le faire, ce qui peut être pratique. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de ce type de produit comme matériau de substitution ?
dentinaires. Alors, avant. Mais par rapport aux autres, tu as cité de nombreux d'ailleurs. Tout à fait. D'ailleurs, dans la conférence en 2016, j'avais effectivement exposé les différentes pratiques possibles, depuis l'utilisation de composite flow qu'il fallait absolument monter couche par couche parce qu'on sait que ce sont des matériaux qui vont se contracter énormément, donc qui pour moi, sur le plan clinique, sont juste pas imaginables. Hein. Je suis comme tout le monde, si je peux trouver une solution plus rapide, je l'applique volontiers. Alors aujourd'hui, je vais rebasculer. Alors aujourd'hui, j'utilise un composite bien particulier. Je vais le mettre à l'écran à nouveau et je vais me baser un petit peu là-dessus. Alors il ne faut pas que ça vous fasse peur, mais puisqu'on m'a demandé de parler de matériaux, vous avez ici une des dernières études. Je vais citer la jeune fille qui a fait ce travail parce que c'est quand même une de nos thésardes. Elle s'appelle Laura Pignon. Et Laura, on lui a demandé de travailler sur le module Jung. Alors pour faire très simple et pour être clinique, c'est finalement le comportement mécanique du matériau. Et si vous regardez ici, vous avez dans les deux éléments qui sont les plus à droite, ces petites boîtes bleues, vous allez voir fraîche dentine en bas et pulpless dentine. Alors s'il faut que je traduise, évidemment, pulpless dentine, c'est la dent dépulpée. Et vous voyez que la dentine fraîche, finalement, répond en termes de comportement mécanique à un matériau, on va dire à deux matériaux pour être tout à fait honnête statistiquement. Ce nouveau matériau qui est l'EverX postérieur, c'est un composite bien particulier, je vais revenir dessus et expliquer pourquoi il est particulier, parce que c'est un composite qu'on peut classer aujourd'hui dans les bulks, mais il a comme particularité d'être rempli de petites fibres de verre. Donc c'est un brevet qui a été posé, c'est quelque chose qui existait dans le domaine de la recherche depuis un petit moment, et puis le brevet a été racheté, il se trouve que c'est CGC qui a repris ce brevet, et donc concrètement il faut imaginer des petites fibres de verre coupées en petits morceaux qui font 1 mm de long et qui sont mixées dans une résine composite. Et le fait de rajouter ces fibres, ça donne un comportement mécanique au composite qui est l'équivalent de la dentine. On voit ici, sur cette étude, on voit aussi que le deuxième type de matériaux qui se rapproche beaucoup, et c'est là aussi ce que je peux recommander, parce que quand j'ai plus d'EverX au cabinet, il faut bien que j'utilise autre chose, c'était en l'occurrence le Gradiacor, on va dire que c'est tous les corps, c'est-à-dire tous les composites de reconstitution. Donc, on est sur ces composites qui sont la plupart du temps injectables, donc c'est pratique parce qu'au cabinet, une fois qu'on a monté sa digue, on prend son petit pistolet. L'EverX était plutôt du style condensable, costaud. Ils viennent de sortir une version flow, donc qui est injectable. Par contre, je n'ai pas de chiffre, donc je ne voudrais pas tromper les gens en disant que ça a le même comportement. Si c'est flow, ce n'est pas forcément le même comportement mécanique. Donc, sur le principe où on condense cette EverX postérieure, où on va utiliser un corps et injecter ce corps en une fois. La seule chose qui est recommandable, c'est qu'une fois que le composite corps est injecté dans la cavité, on conseille de ne pas le photopolymériser tout de suite. Les composites corps sont des duals. On va les laisser un tout petit peu faire leur chimie interne, donc la chémopolymérisation, et on photopolymérise après. La dernière chose que je peux montrer à tout le monde ici, c'est surtout le comportement des composites flow. Alors, ce n'est pas spécialement le SDR ou l'Evocéram, j'aurais pu mettre n'importe quel autre produit vraiment de type composite flow. Ça, ce sont des matériaux, je pense, qu'il faut éviter dans le substitut dentinaire en grande épaisseur. Encore une fois, parce que sur le plan biomécanique, ça correspond à quelque chose qui est extrêmement mou, une espèce de matelas mou. Et ce que j'avais présenté en 2016, c'était un petit peu ce comportement de l'overlay sur une dent où on a finalement une périphérie dentine émail qui est dure et où au milieu on a un puits. Et si ce puits au milieu est comblé par du mou, on imagine très bien qu'au niveau de la flexion, ça va finir par casser. Donc l'objectif pour nous, c'est un substitut dentinaire qui soit le plus possible mécaniquement comme son environnement, l'environnement étant de la dentine. Moi, je vous propose de rester un petit peu sur ces deux produits. On continue dans une question qui va arriver. On switch dans la séquence clinique. C'est comment tu gères la temporisation il y a quand même des questions vicieuses. On m'avait dit on va te faire une soirée sympathique. Un overlay, comment tu gères? Voilà.
cette temporisation entre 2 séances. Alors pour la peine, j'aime bien les endocouronnes. C'est facile à temporiser. On fait une endocouronne provisoire. L'overlay, c'est une catastrophe. Alors sincèrement, après toutes ces années, après avoir écouté, essayé des tas de solutions, je peux que redire à tout le monde que c'est pénible. Donc les règles d'or, c'est d'abord de minimiser le délai entre la préparation, l'empreinte et le collage, parce que plus c'est court, moins on prend de risques qu'il y ait des soucis. Ensuite, si on a la chance d'avoir plusieurs pièces les unes à côté des autres et que dans le lot, on a des pièces emboîtantes, je pense à des inlays ou une couronne périphérique, eh bien, travaillons en isomoulage, essayons à ce moment-là, on fait une pré-empreinte et puis une fois que c'est préparé, on fait un isomoulage et on prend une résine temporaire classique et ça tiendra bien parce que ça tiendra grâce à la voisine. Et voilà, alors il faut quand même dire que ça arrive souvent et là, dans ces cas-là, la plupart du temps, j'utilise ce qu'on appelle les composites de temporisation dédiés. On va citer Tetric, par exemple chez Ivoclar ou chez Voco, ils ont un matériau qui est très bien aussi, dont j'oublie le nom, voilà, pour ça. Du Clipef? Non, c'est pas... Allez, ça m'échappe. Mais bon, c'est les clips, voilà, ça s'appelle clip, CLIP. C'est clip de chez Voco, c'est les 2 produits que j'ai au cabinet. Et là, pour être tout à fait franc, quand j'ai des stagiaires de 6e année, hein, tu sais qu'on reçoit des stagiaires maintenant, je leur dis, tu vois, ça c'est le moment où on se fait plaisir, parce que depuis qu'on fait nos études, on nous interdit de pousser un truc avec le pouce, avec le doigt, et là, c'est des produits qu'il faut pousser avec le doigt. Donc on se fait une belle boulette, on appuie sur la préparation d'overlay, on va faire en sorte de faire déborder ce matériau en vestibulaire, en lingual, très légèrement, pour essayer d'attraper la contre-dépouille légère qu'il y a. On photopolymérise tout ça, et puis pour être honnête... Un régime adapté. Exactement, et pour être honnête, on revient à des notions de base, c'est-à-dire, voilà, Madame Michu, là maintenant, pour la semaine, vous ne mangez plus sur ce côté-là, vous mangez que de l'autre côté. Alors, on le dit de façon drôle, mais c'est par exemple ce qui va définir ma chronologie de traitement. Si j'ai 2 overlays, un 36, un 46, je ne ferai jamais une empreinte globale et les 2 ensemble. Parce que je sais que ça va me générer des ennuis, du SAV, c'est tombé, qu'est-ce que je dois faire? Mais là, on parle de conserver les tissus. Je comprends bien cette évolution et tout, mais tout a une durée de vie. Oui, bien Donc, sûr. je ne vais pas revenir sur la durée de vie des inécords, des couronnes ou autres. Hein. Bon, on est content quand on en voit qu'on a fait il y a 20 ans qui sont en bouche. Hein. Mais ces traitements, est-ce que c'est une étape? Est-ce qu'il y a du recul? Est-ce que tu penses que... quelle est la durée de vie pour toi que tu évalues? Parce qu'à l'époque, on nous disait une couronne, ça va être refait chaque 10 ans, ou je ne sais pas. Oui, hein. Là, on en est où là, de ça, du recul par rapport à tous ces traitements de collage et autres? On va dire que globalement... Est-ce que c'est pérenne Alors, ce qui est c'est une étape, voilà ce que je veux dire. Moi, je pense que de toute façon, je pense que les années passant, on est de plus en plus réaliste. Il faut toujours considérer nos travaux comme des étapes. C'est une évidence pour moi. Après, très sincèrement, je pense que la courbe de survie, hein, si on raisonne, elle va ressembler un petit peu à l'implantologie. En implantologie, on sait qu'on va avoir une partie des problèmes qui vont avoir lieu très rapidement. Dans le collage de ce type de pièces, c'est un peu la même chose quand on travaille sur dents pulpées. Parce que sur dents pulpées, on a des conséquences, on le sait des fois, avec le collage et la vitalité pulpaire. Quand on est sur dents dépulpées, les seules conséquences qu'on voit à long terme, très sincèrement, ça va être la fracture. C'est, je pense, la complication numéro 1 qui puisse nous arriver. Et la fracture, eh bien, il y a la bonne, c'est celle qui touche l'élément prothétique, et puis il y a la mauvaise, c'est celle qui touche la dent. Donc on en revient encore une fois au contexte clinique. Le pire de nos patients, c'est le bruxomane qui va développer des forces surhumaines. C'est chez ce patient-là qu'il faudra se poser la question, et c'est aussi un débat, est-ce qu'on va lui mettre en place une pièce overlay ou endocouronne dans un matériau plus tendre qui va du coup s'user, qui va absorber et puis qui préservera peut-être plus l'organe, ou est-ce qu'on va rester sur une pièce en céramique qui, elle, du coup, va préserver, on va dire, le contexte occlusal et la stabilité occlusale.
Oui, parce qu'il y a toute une pédagogie vis-à-vis du patient quand même, parce qu'en faisant ce type de traitement qui a un certain coût, quand il y a une fracture ou autre, après le patient va dire pourquoi docteur, vous m'avez pas fait la couronne, parce que la couronne ils connaissent, overlay tout ça. C'est là, il y a quand même. C'est là que je pense, et c'était un peu le côté complet de ce que j'avais essayé de faire en 2016, c'est là quand même qu'il faut être très observateur. Hein. Et j'avais bien mis en exergue à l'époque le fait que s'il y a la moindre observation de fissure, si on est dans un contexte parafonctionnel important, on peut réaliser des REC, c'est toujours possible, et on peut les réaliser cette fois-ci non pas avec la WavePrep, mais on va ajouter un très léger congé sur la périphérie. Et pour qu'on ajoute ce congé, pour l'effet de cerclage. Et cet effet de cerclage, on va l'obtenir même à 1 mm de congé. Ce n'est pas la peine d'aller chercher le sous-gingival pour dire j'ai un moignon qui fait 4 mm de haut, ça n'a aucun intérêt. Si on a une périphérie de cerclage, ne serait-ce que d'1 millimètre, on est dans le cadre d'un overlay avec un effet de cerclage. Est-ce que tu penses que ces traitements sont à la portée de tous et tout omnipraticien est-ce que tu ne penses pas qu'il y a plus de difficultés quand même à faire ça, ou c'est une appréhension Non, je pense que Tu crois que le collage, c'est à la portée de tout le monde? Non, certainement pas. Ça ne méritait pas la médiocrité quand même. Certainement pas, mais je crois que je quand on... Je ne dis pas que les traitements certains méritent la médiocrité. Hein, non. Je veux dire par là, c'est au point de vue de difficulté... Je pense qu'on a toujours du mal face à quelque chose qu'on n'a jamais réalisé, qu'on n'a pas appris sur les bancs de la fac. Et je ne peux encore une fois que recommander à toute la profession de continuer à se former. C'est le but de l'ADF. L'ADF est là chaque année pour mettre notre profession à niveau. Ce qu'on fait ce soir, c'est pour ça aussi. Et si j'y croyais plus, si j'avais plus cette utopie de penser qu'on puisse tous changer, non, mais je le vis et je suis conscient. On s'approche de la fin de l'émission. Je vais garder une question, je vais parler de la question délicate. À partir du quand on cote l'overlay comme une couronne? Ça c'est. Alors je vais sortir mon habit de dentiste conseil. On va. Tu es dentiste conseil? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Non. J'ai oublié de le dire au départ. Non. Voilà, loin de moi cette prétention. Non, c'est un sujet délicat parce que le terme overlay n'existe pas dans la CCAM. On voit inlay, on voit onlay, on voit couronne, mais le terme overlay, qui est un anglicisme, n'existe pas. Or, la définition de l'overlay, c'est justement la restitution intégrale de la table occlusale et, par la force des choses, d'une partie de la périphérie de la dent. Donc, en toute logique, c'est une pièce qui s'assimile à la couronne. On pourrait appeler ça, et d'ailleurs les anglo-saxons, c'est certainement là qu'on peut se raccrocher le plus, les anglo-saxons appellent ça une partial crown, c'est-à-dire une couronne partielle. Au lieu d'avoir des limites juxtagingivales, c'est une couronne qui a des limites supragingivales, des fois hautement supragingivales, mais je pense que si on considère les choses comme ça, et je ne peux pas penser qu'il y ait aujourd'hui dans nos confrères dentistes conseils quelqu'un qui puisse aller à l'encontre du non-délabrement. Donc il faut que toute la profession, y compris nos collègues dentistes conseils, aillent dans cet esprit-là et disent effectivement l'overlay est une pièce qui s'assimile à de la couronne. On a l'endocouronne d'un côté, on a la couronne, et on a l'overlay à partir du moment où il restitue toute la table et qui fait le tour de la dent. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir, mais quand j'en parle et quand on me sollicite pour ça, je renvoie toujours les praticiens à leur environnement régional ou local, parce qu'on sait bien que cette appréciation, elle se discute. Il ne faut pas avoir peur d'en discuter avec son dentiste conseil, et au contraire, plus ils vont être sollicités, et plus ils vont devoir effectivement réfléchir à la chose, et plus on aura une position claire, jusqu'à ce qu'un jour, ce soit complété dans la CCAM, et qu'on nous dise, voilà, l'overlay, c'est dans cette catégorie-là, et comme ça, il n'y aura plus de discussion. Merci beaucoup, Olivier, merci pour toutes ces précisions, pour cette clarté. C'est le moment de conclure notre rendez-vous de l'ADF, de vous donner rendez-vous pour le prochain, qui aura lieu le 10 octobre. On aura le plaisir de changer de format, avec une soirée un peu spéciale, une démonstration pratique en direct par deux praticiens, deux bordelais, les docteurs Patrick Roy et Emmanuel Dinco, qui parleront de l'approche préventive et restauratrice de la dent de 6 ans,
avec une démonstration pratique en direct. Un enfant sur le non, plateau. pas un enfant sur modèle, mais avec une réalisation en direct, ce qui ouvre en plus d'ailleurs une série d'évolutions de ces rendez-vous de l'ADF où on va comme ça vous proposer dès 2020 de nouveaux formats, de nouvelles sessions avec toujours plus de nouveautés, de proximité, d'échanges et d'interaction, parce que c'est les retours et les souhaits d'un certain nombre de confrères qu'on a eus. Donc on est là pour répondre aux attentes et s'adapter. Un grand merci de nous avoir suivis ce soir. Encore un grand merci Olivier pour ta participation. L'ADF approche à grands pas et n'oubliez pas de vous inscrire parce que cette année on vous réserve beaucoup de belles choses. Cette année il y aura un live. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.